Pourquoi a-t-on eu ce résultat dimanche soir? Eh bien parce que l'Avenir en confiance et le Front loyaliste ont commis plusieurs erreurs stratégiques et politiques depuis 2 ans qui ont directement abouti au résultat de dimanche soir. La première de ces erreurs, ça a été de rompre, de refuser le dialogue lorsqu'il y avait dialogue. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, tout le monde en a plein la bouche du dialogue, mais il y a 2 ans, lorsqu'on était autour du Premier ministre, à la demande de l'État, pour, je cite les mots du Premier ministre, trouver un consensus sur les valeurs et les projets qui nous rassemblent au-delà de nos différences avant, pendant et après les référendums, il s'agissait en réalité de tracer, au-delà des résultats du référendum, une perspective qui pouvait nous rassembler. Et un certain nombre d'acteurs politiques, en l'occurrence Sonia Backès, Pierre Frogier et Thierry Santa, ont décidé de boycotter à l'époque ce groupe du dialogue. Ce groupe du dialogue, dont je rappelle que le Premier ministre avait dit « Il s'agit d'établir le socle des valeurs et des projets qui font consensus afin de dessiner le chemin du vivre ensemble avant, pendant et après la consultation. » Eh bien, le dialogue, ce que je veux vous dire, c'est que le dialogue aujourd'hui serait totalement différent et beaucoup plus avancé si tout le monde, en 2018, s'était inscrit dans cette perspective-là. Évidemment, aujourd'hui, ça va être autrement plus compliqué. D'abord parce qu'il y a des interlocuteurs qui se sont sentis insultés par ces entrées, ces sorties et finalement ce boycott et ces accusations. Et ensuite parce qu'on a perdu 2 ans. Et qu'après la radicalisation des positions dont je vais parler plus tard, c'est aujourd'hui effectivement beaucoup plus compliqué de réinstaurer le dialogue qu'il y a 2 ans. Donc ça, c'est la première erreur stratégique qui a été commise par l'Avenir en confiance et le Front loyaliste. La deuxième erreur, il y a une vidéo? Très bien, il y a une vidéo. Il y a manifestement dans ce groupe du dialogue des responsables qui cherchent réellement à dialoguer et à aboutir à quelque chose, et puis d'autres qui utilisent tous les prétextes du moment pour rompre le dialogue à tout moment. C'est la deuxième fois que les uns et les autres décident de quitter la table des discussions, et c'est franchement pas à la hauteur des responsabilités et des enjeux de l'échéance du 4 novembre prochain. Bon, en substance, ça c'est un reportage de l'époque, d'il y a 2018. C'est une déclaration que j'avais faite après la énième sortie d'un certain nombre du groupe du dialogue pour dénoncer ce qui était une attitude politicienne, électoraliste, à courte vue, qui allait nous pénaliser. Et aujourd'hui, on ne peut que le constater et le déplorer. Donc ça a été la première erreur. La deuxième erreur magistrale de l'Avenir en confiance et du Front loyaliste, ça a été de demander eux-mêmes l'organisation de ce deuxième référendum, dont je vous rappelle qu'il n'était en aucune manière obligatoire. L'accord de Nouméa indique que le premier référendum était obligatoire quoi qu'il arrive et qu'il devait avoir lieu au plus tard en 2018, mais le deuxième et le troisième référendum sont facultatifs, ils sont optionnels, ils ne sont organisés que si au moins 18 élus du Congrès le demandent. Et en l'occurrence, c'est très exactement ce qui s'est passé, mais plutôt que de vous faire un long discours, je vais là encore, vous demander de regarder les déclarations des responsables qui ont pris cette initiative de demander le deuxième référendum, les déclarations qu'ils faisaient à l'époque. Déclencher l'organisation du deuxième référendum entre décembre 2019 et novembre 2020, une demande formulée à l'État par les 18 élus de l'Avenir en confiance, soit le tiers des membres du Congrès, comme le prévoit l'accord de Nouméa.
Alors d'abord, c'est le premier engagement de campagne, donc on l'a dit, on le fait. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a une vraie instabilité économique, on a une vraie inquiétude, et on a, avec cette demande de deuxième référendum, la volonté de réduire les délais d'incertitude et de passer à une autre phase, la phase de la construction d'un nouveau statut. Et pour ça, on doit passer au deuxième référendum, autant le faire le plus rapidement possible. D'ici là, l'Avenir en confiance veut convaincre les quelques 17 000 abstentionnistes pour un non à l'indépendance plus massif qu'en 2010. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour clarifier cette situation, et avant que cette situation ne dégénère, les élus, Avenir en confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, demanderont l'organisation le plus tôt possible du second référendum prévu par l'accord de Nouméa. J'affirme que si les Calédoniens nous font confiance le 12 mai prochain et s'ils choisissent le changement que nous représentons, nous déclencherons le plus rapidement possible le second référendum comme la loi organique nous y autorise. Nous n'allons plus attendre, nous allons reprendre la main et je vous assure que le prochain référendum, nous allons le gagner bien plus largement que la première fois. Non mais, tout est dit. C'était un engagement de campagne, donc il s'agissait de le respecter quoi qu'il arrive, sans réfléchir, sans calculer, sans se projeter. Et en plus, non content d'être irresponsable politiquement, c'était totalement prétentieux, parce que l'objectif, c'était de purger l'indépendance. C'était, au deuxième référendum, d'avoir un nom beaucoup plus fort qu'au premier, et tout ça allait redonner confiance aux Calédoniens et aux investisseurs. Eh bien moi, je pose la question, depuis dimanche, elle est où la confiance ? Voilà. Donc ça a été la deuxième erreur stratégique majeure de l'Avenir en confiance dans la gestion de cette échéance électorale. Troisième erreur, parce que aujourd'hui, l'Avenir en confiance essaie de se faire oublier sur ce sujet, mais ça a été l'affaire de la non-inscription d'office pour les électeurs de droit commun sur la liste référendaire, contrairement à la règle qui avait été instituée pour le premier référendum, où il y avait des modalités d'inscription d'office et pour les électeurs de droit commun et pour les électeurs de statut coutumier. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? Et on est quelques-uns ici à pouvoir en témoigner, puisqu'on y était. Ça s'est passé au comité des signataires, il y a eu un deal, il y a eu un troc politique. Il y a eu un troc politique entre l'Avenir en confiance, les indépendantistes et l'État. Et le troc, c'était quoi? Moi, Sonia Backès, je veux avancer le deuxième référendum. Donc vous dites oui à une proposition d'avancer le deuxième référendum de quelques semaines. Et moi, je dis presque rien sur le fait qu'on va rompre le principe d'inscription d'office pour tous les électeurs calédoniens, quel que soit leur statut civil. Là, le choix qui a été fait par l'État, parce que les indépendantistes étaient opposés à la modification de la loi organique, c'est de dire, en fait, au lieu de modifier la loi organique et de les inscrire automatiquement, en fait, on va leur écrire individuellement, on va leur expliquer individuellement qu'ils peuvent être inscrits, qu'ils remplissent les conditions, et ensuite on va les accompagner jusqu'à l'inscription. Et c'est finalement, et c'est comme ça que c'est écrit dans le compte-rendu du comité des signataires, pour arriver aux mêmes effets que l'inscription automatique. C'est ce qu'a souhaité le Premier ministre, puisqu'il a dit il faut que 100% des personnes qui peuvent être inscrites soient inscrites. Donc en fait, au final, sans modifier la loi organique, on arrive à un dispositif équivalent. Là, ce qui est important, parce que c'est ça quand même que les gens doivent savoir, c'est que les jeunes majeurs les jeunes majeurs natifs de Nouvelle-Calédonie vont être informés de leurs droits. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on a vu au précédent scrutin, nous on l'a vu notamment dans les gens qui se sont abstenus, beaucoup de gens qui ont été inscrits automatiquement et qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit de vote. Là, l'intérêt qu'il y a dans le processus qui a été mis en place, c'est qu'ils vont être informés, ils vont être accompagnés pour s'inscrire, donc ils vont être sans doute un peu plus motivés pour aller voter. C'est ça qui a été dealé au comité des signataires de 2018. Et donc, à l'époque, nous, on a réagi par un communiqué pour dénoncer cette rupture d'égalité, cette discrimination, non seulement contraire aux règles du jeu du premier référendum, mais intolérable parce qu'entre Calédoniens, il n'y a aucune raison de faire de la discrimination, inscription automatique pour les uns et démarche volontaire pour les autres. Mais
on n'a pas fait que faire des communiqués ou que protester. Nos deux députés ici présents, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour rétablir cette inscription automatique pour l'ensemble des natifs. Et il y a une vidéo sur le sujet. Comment concevoir que les descendants des colons libres et des colons pénaux, des déportés de la commune, qui ont construit la Nouvelle-Calédonie au cours des 165 dernières années, que ces descendants-là, reconnus par le préambule de l'accord de Nouméa, ne soient pas inscrits d'office sur la liste référendaire et donc ne puissent pas, le 6 septembre 2020, décider de l'avenir du pays. Comment concevoir que les descendants des travailleurs asiatiques, d'origine japonaise, chinoise, vietnamienne, indonésienne, qui ont travaillé dans des conditions inhumaines sur les mines, ne puissent pas, le 6 septembre prochain, être inscrits d'office, comme le sont les Calédoniens d'origine kanak. Comment concevoir que les descendants des populations polynésiennes, wallisiennes et futuniennes qui sont venus construire le pays tout au long du XXe siècle ne soient pas non plus considérés comme les Calédoniens de statut coutumier? Poser la question, c'est y répondre. Si vous voulez la garantie d'un résultat démocratique reconnu par tous le 6 septembre 2020, il faut traiter tous les Calédoniens de la même manière. Je vous remercie. Donc, troisième erreur, avoir accepté au nom d'un petit troc politique misérable de rompre l'égalité sur la question des inscriptions d'office entre les citoyens calédoniens. Quatrième erreur, une campagne totalement radicale. Et sur le sujet, alors on vous a pris quelques postes là, mais je pourrais vous tenir jusqu'à minuit avec les exemples. On n'a pris que les plus significatifs. Philippe Blaise, le 11 juillet, cette nuit, des vandales manifestement haineux de la France ont mis le feu à la bâche qui honorait le 14 juillet sur la façade, sans doute indisposée par les couleurs bleu, blanc, rouge de notre République. C'est un sacrilège envers les symboles qui réunit aujourd'hui donc les Calédoniens sous les mêmes droits. J'y vois une déclaration de haine contre les valeurs de la France après l'opération orchestrée de militants indépendantistes contre nos affiches. Ce nouvel épisode montre que nous n'avons qu'une chose à attendre du vote oui à l'indépendance, la haine de la France, la violence et le chaos. Et maintenant, ils veulent discuter? Après avoir écrit ça parce qu'un abruti a été mettre le feu à une bâche, après avoir accusé le FLNKS et tous ceux qui votent oui d'être d'accord avec ça, maintenant, ils veulent discuter? Mais comment vous voulez que ce soit, comment vous voulez qu'on aborde les discussions dans un climat serein quand des responsables politiques, présidents ou vice-présidents de province, se livrent à des amalgames pareils? Et puis, on a parlé de Philippe Blaise, mais on aurait pu parler de Sonia Backès. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a les affrontements à Bélep. Vous vous souvenez quand il y a les affrontements à Bélep il y a quelques mois? Sonia Backès, présidente de la province sud, elle tire un poste. Ah ben elle est belle la Kanaki. Voilà ce qui va se passer dans notre pays si on vote oui. Quand il y a un type qui se fait tuer à Port-de-Fer, vous savez, parce qu'il y a des jeunes qui font du bordel et qui sortent avec une tronçonneuse et que tout ça dégénère. Rebelote, présidente de la province sud, c'est ça Kanaki? Mais enfin, mais on est où là? On est où là? Comment vous trouvez que c'est responsable ça, au sens étymologique du terme? C'est totalement irresponsable. Et donc quand on promet aux indépendantistes que, 1, on va les purger en accélérant le référendum, et que 2, de toute façon, leur projet pour le pays, ça n'est que la misère, la haine et le chaos, il ne faut pas s'étonner après que le dialogue soit beaucoup plus difficile. Beaucoup plus. Et puis enfin, dernière erreur stratégique majeure, le projet politique porté par le Front loyaliste pendant la campagne. Quel projet? Eh bien celui d'un formidable retour en arrière
et d'une partition du pays. Puisque dans le Nord et dans les îles, il y a une majorité d'électeurs favorables à l'indépendance, bah, la province Sud, elle va rester dans la France, puis les provinces Nord et îles vont être indépendantes. Mais vous pensez que les Calédoniens peuvent accepter quelque chose comme ça? Ben, certainement pas. D'abord, c'est formellement prohibé par l'accord de Nouméa lui-même, qui précise que quel que soit le résultat des référendums par province, aucune partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra faire sécession, contrairement à une autre. Et puis ensuite, c'est prohibé par le droit international. Et peut-être que ça explique d'ailleurs le fait qu'en province Nord, alors qu'il y a eu 2% de participation de plus, il y ait 300 voix de moins pour le non. Peut-être que c'est une partie de l'explication. Parce que ça veut dire au passage aux non-indépendantistes du Nord et des îles, bah, démerdez-vous. Hein. C'est ça que ça veut dire. On va faire une principauté en province Sud, on va faire un mur, et puis les autres, vous vous démerdez. Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Et les indépendantistes n'accepteront jamais de discuter d'un projet comme celui-là. Et sur le sujet, qu'on ne vienne pas me dire « Non, non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la partition ». Ah oui, ce n'est pas la partition. Qu'est-ce qu'il disait, Pierre Frogier? Donner les moyens à chaque province de suivre son propre chemin pour que chaque province puisse décider indépendamment de sa relation avec l'État. Ce n'est pas la partition, ça? Donc il faut appeler les choses par leur nom, il faut avoir au moins le courage du projet qu'on porte. Donc oui, c'est un projet de partition. Quant à Sonia Backès, c'est aussi clair. Je pense que la Calédonie doit avancer vers une forme d'hyper-provincialisation. Alors tu appelles ça partition, tu appelles ça fédéraliste, tu appelles ça hyper-provincialisation, tu appelles ça différenciation provinciale, mais enfin tout ça c'est la même chose. Hein. Tout ça c'est là où il y a une majorité pour le maintien dans la République en province Sud, bah, nous on reste dans la République et puis les autres, vous faites votre vie. Bah, c'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Et ce sont l'ensemble de ces erreurs stratégiques et politiques majeures commises depuis 2 ans qui expliquent la progression du oui qui a été enregistré dimanche dernier avec 11 300 voix de plus. Donc voilà quelle est notre analyse en ce qui concerne les responsabilités du camp non indépendantiste dans le résultat qui a été enregistré dimanche soir.